Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Louis XVIII s'installe donc de manière définitive sur le trône de France et la chasse aux opposants, la chasse aux sorcières commence. Les purges politiques et répressives sont terribles. Deux Frances vont s'opposer réellement. Tous ceux qui ont soutenu Napoléon sont recherchés et arrêtés. La terreur règne désormais en France, mais c'est pas la même que sous la Révolution. C'est dans l'autre sens. Jean-François est arrêté. Il est arrêté pour haute trahison. Les frères Champollion, qui ne sont évidemment plus protégés par Fourier, sont envoyés en résidence surveillée à Figeac. Maintenant, on les appelle les Champoléons. Ils perdent tous les deux leur place de professeur. Jean-François poursuit tant qu'il le peut ses recherches. Il comprend que le langage, encore une fois démotique, est une écriture alphabétique destinée à simplifier l'usage des hiéroglyphes qui réunit des sons, des syllabes et des idées. Il est le premier à comprendre que les hiéroglyphes sont à la fois phonogrammes et idéogrammes. 1 an et demi plus tard, le préfet du Lot autorise les Champollion à enfin quitter Figeac. Jacques-Joseph obtient un poste à Paris, grâce aux relations qu'il a réussi à maintenir, c'est pas forcément simple. Jean-François, lui, retrouve son poste de prof à Grenoble, il se remet aussitôt au travail. Nouveau coup de théâtre. Young publie un article sur son travail sur la pierre de Rosette. Il annonce avoir réussi à déchiffrer certains cartouches royaux. Cette nouvelle a un retentissement que vous n'imaginez pas, un retentissement considérable. Il semble donc avoir gagné la partie. Et comme si ça ne suffisait pas, Grenoble est en proie à la violence des ultra-royalistes qui sèment la terreur dans la ville, qui n'est plus que rafle et révolte. Jean-François, qui était depuis 1815 sur les listes noires de la préfecture, est à nouveau arrêté. Il perd définitivement cette fois son poste de professeur. Il est seul, acculé, il subit vraiment la situation politique de son pays, il connaît des problèmes financiers qu'on imagine et donc des problèmes de santé. Encore une fois, heureusement, Jacques-Joseph est toujours là. Il lui conseille de le rejoindre à Paris, bien entendu. Il retrouve son frère dans la capitale en juillet 1821. Il s'installe avec lui, il décide de s'appliquer à une nouvelle méthode pour étudier la stèle de Rosette. Il n'en démord pas. Il parvient à se procurer l'une des copies réalisées par les savants de l'expédition de Bonaparte. Il utilise une technique très simple, employée par les linguistes depuis le XVIIe siècle, le comptage. C'est-à-dire qu'il recense en fait 1419 signes hiéroglyphiques pour seulement 86 mots grecs. Il y a vraiment trop de signes hiéroglyphiques par rapport aux mots grecs, évidemment. L'écriture est donc plus complexe qu'un simple mot à mot, vous voyez. Elle se compose de signes idéographiques et phonétiques. Par exemple, le pictogramme représentant une chouette correspond au son M. Mais utilisé seul, il s'agit d'un idéogramme qui signifie maison. De même, une bouche et une jambe produisent le son pr qui correspond au mot péri, ce qui signifie sortir, monter. Il doit donc se concentrer sur les signes phonétiques. Mais il s'appuie également sur sa connaissance de l'histoire de l'Égypte. Et son intuition, qui jusqu'ici ne l'a jamais trompé, lui dit que la clé se trouve dans les cartouches royaux, encore une fois. Or, la stèle de Rosette est un décret de Ptolémée V Épiphane, un roi de la 32e dynastie. Remarque capitale, il n'est pas égyptien, mais il est grec. Les signes alphabétiques égyptiens sur la pierre de Rosette servent donc à reproduire les sons de la langue grecque de la même manière que certains utilisent de nos jours l'écriture phonétique pour prononcer un mot de langue étrangère de manière exacte. On a dit tout à l'heure que l'abbé Barthélemy avait compris que les noms des souverains étaient contenus dans les fameux cartouches. Champollion commence donc par se pencher sur celui contenant le nom de Ptolémée. Il le compare avec sa version démotique et sa traduction en grec pour associer signes et sons. Il obtient comme ça une première série de lettres. Comme tous les savants, Champollion évidemment parle le grec ancien. En grec, le nom de Ptolémée s'écrit Ptolmys, Ptolmys si vous voulez. Il suffit ensuite d'associer à chaque lettre grecque le signe hiéroglyphique correspondant. Le nom commence par un carré qui se prononce P. En dessous se tient un demi-cercle qui correspond au son T. Viennent ensuite un idéogramme en forme de lion couché correspondant au son L et un caractère hiératique inconnu. On obtient donc déjà 3 signes hiéroglyphiques et leur son
correspondants. Vous voyez comment il est obligé d'avancer, de tâtonner. Et il va bien plus loin que ses concurrents. Il amasse des documents épigraphiques pour récolter le plus de signes possible. Dès qu'il apprend qu'un voyageur est de retour d'Égypte avec des relevés de monuments anciens, eh bien très vite il se presse chez lui pour demander des copies de ces documents. Le moindre signe compte. Au fur et à mesure, les feuillets s'amoncellent sur son bureau tandis que la liste des signes hiéroglyphiques s'allonge. Alors que partout en Europe, ce genre de documents épigraphiques arrive en quantité incalculable, épuisant et déroutant tous les candidats au déchiffrement des hiéroglyphes, eh bien Champollion, lui, avance encore et toujours à son rythme. Un jour, il tombe sur le croquis d'un obélisque sur lequel il repère un cartouche. Surprise, celui-ci renferme le nom d'un autre pharaon grec, Cléopâtre. En grec, K-L-E-O-P-A-T-R. Il reconnaît les lettres L, O et M, donc déjà présentes dans le nom de Ptolémée, souvenez-vous. Les autres correspondent à de nouveaux signes égyptiens. On avance. Ça oui, il avance tant et si bien qu'à l'été 1822, il a constitué une impressionnante collection de noms et de sons et complété l'alphabet égyptien composé par ses prédécesseurs. Mais il n'a pas encore trouvé de nom de pharaons qui ont régné avant Ptolémée. Le 13 septembre, un ami architecte lui amène les relevés qu'il a exécutés du grand temple d'Abou Simbel. Or, ce monument a été édifié par le grand Ramsès II bien avant l'arrivée des Grecs en Égypte. L'un des dessins représente un détail du bras de l'un des colosses qui garde l'entrée du temple. Champollion remarque qu'un cartouche y est inscrit. Il s'agit d'un nom commençant par un signe ressemblant à un soleil. Or, le soleil se dit Ra en copte. Il garde donc cette prononciation. Le signe est suivi de 3 peaux de renard cousues et de 2 crosses. Les crosses, il les connaît. L'une d'elles était déjà présente dans le cartouche de Ptolémée pour le son Se. Il a donc ici un nom composé d'un logogramme, d'un signe inconnu et du son Se. Ça donne Ras. S'agit-il du pharaon qui est à l'origine de ce temple majestueux, Ramsès II ? Le son qui lui manque est donc le son En copte, ce son correspond au mot Mis, qui veut dire mettre au monde. Il associe donc le signe manquant à ce mot, il obtient alors Ramsès. Le soleil l'a mis au monde. Incroyable! Il est le premier à mettre un sens au signe hiéroglyphique. Il y est, ça y est, il est sur la bonne voie. Il est totalement survolté. Il cherche aussitôt un autre cartouche pour s'assurer qu'il est vraiment sur cette bonne voie. Il tombe sur le cartouche d'un autre grand pharaon, Toutmosis. Le nom est constitué de l'image d'un ibis, Thoth, puis des peaux de renard, Mis, et de 2 crosses, donc les 2 S, Se. On lit donc Thothmises. Thoth l'a mis au monde. Sa méthode fonctionne, alors que ses rivaux avaient hésité à aller jusqu'au bout de leur raisonnement et considérer l'écriture hiérographique comme une graphie phonétique. Eh bien lui, Jean-François Champollion, avait fait le dernier pas en se servant des patronymes royaux pour échafauder son hypothèse révolutionnaire. En dévoilant les signes idéographiques phonétiques accompagnés de signes sans valeur de son, les déterminatifs, il vient de jeter les bases d'une grammaire égyptienne. Il a réussi à redonner la voix aux anciens Égyptiens d'Antiquité par leurs propres textes. Le 14 septembre 1822, il parvient à lire les noms égyptiens et entame la rédaction d'un alphabet complet des hiéroglyphes égyptiens. Voilà, il a la clé. La voilà la solution. Cette fois, enfin, il y est, il a réussi. Il se précipite chez Jacques Joseph. Quelle découverte! Mais pour qu'elle soit reconnue, il faut maintenant la faire accepter par un comité de scientifiques. Le 27 septembre, il envoie un courrier officiel adressé à Joseph Dacier, secrétaire de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres et dirigeant de la Bibliothèque nationale de France, accompagné d'une ébauche de dictionnaire de 8 pages apportant les preuves de sa réussite. Il tente, en quelques feuillets, de résumer son travail avec l'aide, encore une fois, de son frère. Ce même jour, il est invité à présenter ses recherches et leurs résultats extraordinaires. Tous ses principaux concurrents au déchiffrement sont dans la salle, y compris Thomas Young, à la fois admiratif et jaloux. Ce jour historique marque l'intronisation scientifique de Champollion. Il se sert de l'empreinte de la pierre de Rosette pour expliquer le système de l'ancienne écriture égyptienne, je cite. À l'examen des textes hiéroglyphiques, nous nous rendons compte que les signes figuratifs ne sont pas nombreux.
Dans le texte hiéroglyphique de Rosette, seules les idées de chapelle, enfants, statues, serpents et stèles sont exprimées à travers des signes figuratifs. Nous rencontrons aussi sur la stèle de Rosette l'idée d'écrire et celle d'écriture, de signes ou de lettres exprimées par métonymie grâce à l'image du pinceau ou du roseau avec lesquels on traçait les signes et qui étaient attachés à la palette qui comportait les couleurs noires et rouges. À mon sens, les Égyptiens transcrivaient les noms propres étrangers grâce à une méthode alphabétique apparentée à celle des Hébreux, des Phéniciens et des Arabes leurs voisins. Il va présenter également un début d'abécédaire de 24 signes phonétiques. Sa découverte se répand rapidement dans tous les cercles intellectuels, par tous les journaux européens, qui relatent évidemment l'avancée majeure qui vient d'être faite dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Son succès est bientôt reconnu sur la scène internationale, même par Young. Pour le public, il devient l'Égyptien. 2 ans plus tard, il publie son précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens, ouvrage dans lequel il juxtapose sa transposition et celle de Young. Son principe de déchiffrement sert par la suite de modèle pour tous les autres systèmes d'écriture. Il est aussi révélateur des transformations profondes de l'écriture égyptienne. Il devient alors le père incontesté et incontestable de l'égyptologie moderne. Mais il réalise qu'il lui reste à mettre sa méthode à l'épreuve maintenant sur le terrain. Imaginez qu'il n'a jamais mis les pieds en Égypte. Pourtant, malgré l'ampleur de la découverte, l'État français ne lui propose aucun poste, aucun projet. Il n'a toujours pas mis les pieds en Égypte. C'est incroyable, hein. La désillusion est tellement grande pour les 2 frères. C'est incroyable. Jean-François est accablé de découragement, mais pas Jacques-Joseph. Et lui, il parvient, à force de persévérance, à convaincre le duc de Blacas, qui est proche du roi, de leur venir en aide. C'est grâce à lui qu'en juin 1824, Jean-François Champollion obtient l'argent nécessaire enfin pour un voyage en Italie. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.